organisations étudiantes, les mouvements étudiants nationaux à vocation représentative, actuels comme l'UNEF, la PAGE, PDE, UNI, Solidaire étudiante. Deuxièmement, les fonds d'archives des militants ayant eu des responsabilités dans le bureau national de ces structures. Et troisièmement, des mobilisations ponctuelles, comme par exemple les mouvements anti-CPE, contrat première embauche. Et comme Denis et Jean-Philippe l'ont déjà mentionné, nous collectons et traitons des archives audiovisuelles et aussi les témoignages oraux. Et du coup, juste pour compléter ce que disait Anna, c'est cet axe de travail-là qui a fait l'objet d'une convention avec le ministère en 2016-2017 et nous espérons que ça pourra reprendre. Le deuxième axe, c'est la valorisation, donc valorisée par l'animation, la mise en ligne, la publication, la recherche, voire des émissions de radio comme Remue Mémoire, qu'on a le plaisir d'animer avec Johanna sur Radio Campus Paris, et puis donc des expositions. Là aussi, à l'instar de grands exemples internationaux, à gauche, vous avez une photo de l'inauguration du Musée européen des étudiants. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est à Bologne. C'est Gianpaolo Guizzi qui a lancé cette initiative au bout de 20-25 ans de travail et c'est une source d'inspiration permanente pour nous. Tout ce travail de valorisation, on le fait en coopération très étroite et très fréquente avec le réseau national du GERM, groupe d'études et de recherche sur le mouvement étudiant, qui a sorti par exemple 100 ans de mouvement étudiant en 2007 comme ouvrage de synthèse et dont le dernier numéro des cahiers du GERM est consacré à Paul Boucher qui nous a quittés en début d'année. Donc ici, ces jours-ci, à Strasbourg, vous sont donc présentés 2 voire plus d'expositions en une. La première exposition, comme l'a rappelé Denis, c'est 140 ans d'AGE et celle qui est plus ancienne, c'est 150 ans d'engagement étudiant à l'international. Et donc on va vous présenter ça de manière alternée avec Johanna, à chaque fois l'échelle internationale et l'échelle nationale, en suivant la chronologie, on va dire, qui est un peu notre marque de fabrique pour présenter la chronologie des engagements étudiants, où à chaque fois, du rouge à l'orange, on distingue 6 grandes périodes. La période rouge, 1865-1888, la période violette, 1889-1914, bleu, c'est 1919-1939, l'entre-deux-guerres, 1944-1961 pour la période verte, 1961-1980 pour la période jaune, et pour terminer, la période orange de 1983 à nos jours à peu près, même si on a mis 2009 pour avoir une date. Et donc, on peut commencer avec 1865 et l'international. Alors, le voyage donc a bien commencé en Belgique, à Liège, en 1865, lors du premier congrès international des étudiants. Alors, premier congrès international étudiant de la période contemporaine, le congrès de Liège permet de voir les mouvements étudiants commencer à s'organiser entre engagement politique et engagement universitaire représentatif. À l'initiative de l'Association générale des étudiants de Liège, ce congrès international des étudiants s'est réuni du 28 octobre au 1er novembre 1865. 1230 étudiants sont présents. 750 de Liège, 183 d'autres universités belges, parmi les étrangers, 20 hollandais, 4 d'Allemagne, des espagnols et les français sont bien évidemment les plus nombreux. 72, donc Paul Lafarge. Il n'y a évidemment pas des étudiants, mais 170 étudiants et anciens. Alors, pour la France, c'est plutôt autour de l'année 1877 qu'on peut commencer à dater le début
du mouvement étudiant contemporain. C'est à la frontière allemande de l'époque, après la défaite de 1871, qu'à Nancy, qui donc se trouve être la vitrine de la science française, des étudiants se réunissent entre 1876 et 1878. La gestation de la première association générale des étudiants va bien prendre 2 ans parce que dépôt préfet, machin, assemblée générale, machin. Bref, vous connaissez la gestation difficile parfois des associations étudiantes. Alors cette première association étudiante rassemble tous les étudiants de la ville qui viennent de facultés ou d'écoles supérieures. C'est vraiment le principe de territorialité. Et le modèle de cette union, puis cercle, puis Société Générale des étudiants, puis enfin Association Générale des étudiants, donc les fameuses AGE qui vont se créer un peu dans toutes les villes universitaires françaises. Donc ce modèle réussit à s'exporter grâce à une propagande active et le soutien de professeurs, d'hommes politiques et hautes notabilités, comme notamment Paul Bert, qui est ministre de l'Instruction publique et qui fait une petite préface à une petite brochure qui va circuler un peu dans toute la France. À Nancy, il y a des fêtes d'inauguration de la statutière en août 1879 et il y a des fêtes universitaires internationales en juin 1892 qui sont encore l'occasion de présenter un peu le modèle nancéen et d'accueillir des délégations de toute l'Europe. Alors, on monte en 1888 au 800e anniversaire de l'Université de Bologne. Ces fêtes universitaires internationales sont patronnées par les autorités étatiques et universitaires. D'ailleurs, la délégation des étudiants français a commencé par la Commission, a vu ses déplacements financés par le gouvernement. Les fêtes se concluent par un banquet auquel prennent part 800 étudiants venus de 21 États d'Europe et même d'Amérique. Dès ces rendez-vous diplomatiques, les étudiants français portent les bérets de velours noirs sous le nom des phaluches, devenus rapidement les symboles de la qualité d'étudiants en France. La feluca en Italie, ici en vente dans une boutique à Bologne. Pour la France, le moment clé de cette seconde période, c'est 1907, avec la création de la première Union nationale. C'est notamment lors d'un congrès international d'étudiants à Marseille en 1906 que naît cette idée. Et l'Union nationale des associations d'étudiants de France naît en mai 1907 à Lyon. Alors c'est ni une AGEF ni une F. Au départ, c'est bien une AF qui est déposée au journal officiel. Des délégations étrangères posent pour la photo comme les délégations de l'AGE. Pour l'instant, il y a très peu de militantes étudiantes et ils portent la faluche pour montrer leur symbole d'étudiants français par rapport aux autres couvre-chefs. Ce congrès coïncide avec les fêtes d'inauguration de la Maison des étudiants de Lille et l'AGE de Paris ne rejoint l'Union nationale que 2 ans plus tard. Là, on n'a pas pu installer dans le hall une banderole du congrès de 1911. On pourra vous présenter ça à d'autres occasions. En 1937, les 7e Jeux universitaires internationaux, regroupant plus d'une trentaine d'unions nationales, la Confédération internationale des étudiants tient son congrès à Paris du 7 au 19 août, dans le cadre de l'exposition internationale. En 1923, déjà à Paris, l'Office international du tourisme universitaire de la CIE a organisé les premiers Jeux universitaires internationaux. Divers LDD, ils s'organisent a priori tous les 2 ans. Un an après les Jeux olympiques de Berlin, les universiades d'été se tiennent donc à Paris du 21 au 29 août 1937.
Ces GEP réunissent un milliard d'athlètes dans un idéal de compréhension mutuelle. Elles sont même présentées par le Commissariat général de l'exposition comme une sorte de réplique à cette terre-là. À Nancy ou Bordeaux, comme dans chaque AGE, se développent des clubs sportifs étudiants. Ces éléments ont montré que le Brésil crée son union. Alors pour cette période en France, donc cette période de l'entre-deux-guerres, on passe d'œuvres gérées par les étudiants eux-mêmes à un début de cogestion avec l'État. Les effectifs étudiants continuent à croître et sur la lancée du congrès de Strasbourg de 1919, vous avez vu au tout début de l'expo, vous avez un panneau dédié vraiment à ce congrès de 1919 avec cette affiche. Sur la lancée du congrès de Strasbourg, les AGE développent leur maison des étudiants un petit peu partout. Aux bibliothèques, aux salles de billard et de spectacle s'ajoutent donc les clubs et équipements sportifs, comme Johanna vient d'en parler, mais aussi les restaurants, voire les résidences. Et c'est en 1936 que le ministre Jean Zay, dans le cadre du gouvernement Front Populaire, crée par le décret du 27 juillet le comité supérieur des œuvres en faveur des étudiants. Et au sein de ce comité supérieur siègent déjà des représentants de l'Union nationale des étudiants de France. Alors, en 1945, on va vers la création de l'Union internationale des étudiants. En mars 1945, une conférence mondiale de la jeunesse se tient à Londres. Les étudiants présents y décident de ne pas reconstituer la CNE, mais de créer une nouvelle internationale. C'est donc, après la fin de la guerre, le 17 novembre 1945, que plusieurs centaines d'étudiants du monde entier se rassemblent à Prague et décident de créer une Union internationale des étudiants. C'est dans la même ville que se tient du 17 au 31 août 1946 le premier congrès de l'UE qui en adopte les statuts et une charte fortement inspirée par la charte de Grenoble et celle des Nations Unies. En France, à Grenoble, les AGE ont défini l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. Alors, effectivement, ce congrès de Grenoble se tient en 1946, définit donc l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel. Et on est donc dans cette période de la libération où les AGE, le mouvement étudiant, a un rôle assez important. Et dans ce cadre-là, va se développer la cogestion des œuvres universitaires. Denis en a parlé déjà un petit peu. Dès la fin 1937, sur Paris, se crée le COPAR, Comité parisien des œuvres. C'est pour ça qu'on a mis CO et PR en majuscule, mais si on voulait faire un jeu de mots, ça aurait pu être aussi comité paritaire, puisque le maître d'œuvre et du CSO et du COPAR, c'est en fait Alfred Rosier, et dès le départ, il tient à ce que le COPAR puisse s'appuyer aussi sur des représentants étudiants qui, à l'époque, sont les représentants de la FEP, Fédération des étudiants de Paris. Bref, comme vous l'avez compris, il y a des archives très riches qui sont aux archives de Paris concernant ce COPAR. Ça a alimenté pas mal de panneaux que vous pouvez voir et ça permet de voir sur le panneau concernant le COPAR et son évolution vers le Crous de Paris, ça permet de voir que dès la libération jusqu'en 1955, va être votée la loi du 16 avril 1955 créant le CNUS et les Crous. Et bien même dans cette période transitoire, eh bien, le COPAR j'allais dire le COPAR de Paris, non, le COPAR est déjà un laboratoire pour expérimenter toutes ces cogestions. Et on voit par exemple des courriers de la FEP concernant la construction du site immobilier pour échanger là-dessus et donc montrer que les étudiants ne sont pas mis à part de
la construction de ce qui va devenir le siège du futur Crous de Paris. Alors, dans chaque ville universitaire, l'AGE représente donc toujours tous les étudiants et toutes les étudiantes. Il y a souvent une maison de l'étudiant qui, parfois, est partagée avec le Crous, voire avec la section locale de la MNEF, la Mutuelle Nationale, créée en 1948. Et les AGE peuvent développer des coopératives, parfois au sein des résidences. Vous pourrez jeter aussi un œil sur un des panneaux qu'on a pu faire au printemps dernier pour le salon Campus Home du CNUS, où vous avez justement toute cette projection aussi concernant le logement qui est développé. Et on a aussi l'association des mouvements étudiants à la gestion de cafétérias, de restaurants. Donc ça, c'est la période, on va dire, l'âge d'or, on va dire, de la projection. Et la page tourne et on va tourner 68 contestations générales et globales. Les contestations étudiantes de ces années sont aussi plus ou moins des contestations de la société et des autorités. Et dans chaque pays, les séismes a lieu en 68, mais pas forcément mais ou avant ou après. Opportunité égale, par exemple, vous pouvez consulter un démembrement. En 1968, l'ère 1968 a lieu en 1974, avec la révolution des soviets le 25 avril 1974. Partie d'une révolte de ces forces armées contre les guerres coloniales et de la dictature salazariste. Elle touche l'ensemble de la société, y compris les universités qui étaient déjà des foyers contestataires. Pour la France, évidemment, ce sont aussi des années de contestation, mais ce sont aussi des années de contestation locales et universitaires. Dans chaque ville universitaire, les étudiants sont à la pointe de manifestations avec plein d'autres mouvements sociaux. Et en même temps, il y a des contestations dans les universités, voire dans les départements, avec, par exemple, là vous avez l'entrée de la nouvelle faculté de médecine qu'on avait repris pour une des affiches de la cité en 68. Vous avez à l'entrée de la rue des Saints-Pères la banderole Pouvoir étudiant, qui était un des slogans qui revenait assez souvent. L'après 68 va permettre la mise en place des premières élections étudiantes suite à la loi Faure en 69. Et la même année, concernant les œuvres, Robert Mallet met en place une commission nationale paritaire de la vie de l'étudiant qui va aussi essayer de tirer les leçons côté œuvre du mouvement de 68. Et là, vous avez aussi une photo de Clermont-Ferrand où le mouvement ouvrier est assez fort et puissant, et donc les manifestations sont souvent des manifestations communes. Alors, on y arrive presque, et maintenant on rentre aux années 1989 et la fin de l'ère des blocs. Avec la chute du mur de Berlin et la disparition du bloc soviétique, les étudiantes reprennent leur place dans les sociétés d'Europe de l'Est et les organisations étudiantes internationales se réorganisent. La UE disparaît progressivement et le Western European Student International Bureau devient European Student International Bureau en 1990. C'est en mai 2007 que le site devient SU, European Student Union. Elle célèbre la journée internationale des étudiants le 17 novembre 2009, soit 70 ans après que l'armée nazie a fusillé 8 étudiants pragois et un professeur. En Roumanie, le mouvement étudiant prend sa place dans la chute de la dictature de Ceausescu. Et donc, pour finir ce voyage dans le temps et dans l'espace, revenons pour finir sur le cas français. Là, les années 89, c'est l'ère de la représentativité. Vous avez la loi du 10 juillet 1989